Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau web module patrimonial. Aujourd'hui, nous allons parler du château de l'Aumônerie, près de Limoges, une maison aux champs de la Renaissance, dont les jardins en terrasse dominent la Vienne tumultueuse. Nous accueillons Guillaume de Villume, l'actuel propriétaire, qui va nous raconter l'histoire de ce domaine exceptionnel. Un jardin très fleuri a été aménagé autour des bâtiments historiques. De nombreux parterres de fleurs ont été créés avec des tendances variées, mais l'inspiration principale vient de l'école hollandaise avec un mélange subtil de fleurs sauvages et horticoles. C'est ce dont nous allons parler et je laisse la parole à Guillaume. Bonjour, bonjour à tous. L'aumônerie est domaine familial depuis le XVIIe. Le petit château Renaissance au milieu est de 1535 et c'est rentré dans une famille, puis ensuite chez les Villume, à partir de 1688. Mon grand-père est né là-bas, mon père non et moi non, et j'en ai hérité il y a 20 ans. On a commencé à le restaurer comme maison de vacances pour la famille. Et il y a 10 ans, je suis devenu jardinier à l'aumônerie. Il n'y avait que des ronces et des petits chênes et des acacias, et donc on a dû tout faire. Essayer d'abord de découvrir la terre, parce qu'on ne savait pas ce qu'il y avait là-dessous. On a commencé à tout restructurer, dessiner un jardin, voir qu'est-ce qu'on faisait, et commencer cette exploration, parce que je pense que tout le monde, quand on commence un jardin, c'est une exploration, de voir quelles sont les plantes qui aiment cette terre, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire, et celles qu'on a envie de voir quand même, quelles sont celles qu'on arrive à acclimater, celles qu'on n'arrive pas à acclimater. À l'aumônerie, nous avons 3 jardins qui s'intègrent un peu les uns dans les autres. Un, c'est du granit décomposé, fruits, avec des fruits certains un peu plus rares et une collection de framboisiers. Et ensuite, un jardin qui se veut très fleuri autour des bâtiments historiques, et un jardin sauvage. Et l'un et l'autre se répondent un petit peu l'un ensemble, dans la mesure où, lorsque nous plantons des fleurs, on laisse la végétation naturelle venir. L'autre jour, quelqu'un qui visitait me disait, mais finalement, vous laissez tout se faire. Et oui, quelque part, c'est-à-dire que, comme dirait Philippe Descola, pour ceux qui le connaissent, l'important, c'est quand même la nature qui fait tout, donc on doit la laisser parler avant tout, et c'est elle qui va décider de savoir où telle plante va arriver plutôt que telle autre. Au sein de ça, on va planter des plantes sur lesquelles qu'on a envie de voir arriver là, mais c'est la nature qui va décider de l'émergence de certaines plantes. Nous avons une terre qui est un petit peu rude, dans la mesure où c'est du granit décomposé. On a le granit, au-dessus, on a une couche d'argile de mauvaise qualité qu'on appelle le tuf, et au-dessus, une terre un petit peu sableuse et très très peu de bonne terre au-dessus, donc tout ça est pas très fertile. Et donc pas mal de plantes ne sont pas conseillées là-dedans, en tout cas à certaines parties du jardin. Et donc tout ça arrive un petit peu avec l'expérience, et je pense que c'est très important de beaucoup tenter, de voir qu'est-ce qui finalement vient bien et qu'est-ce qui va bien pas bien. Et donc c'est quelque chose de très important. Une des particularités dans le jardin fleuri, puisque c'est le thème aujourd'hui, c'est certains endroits comme ces massifs d'eau sont assez uniformes, avec peu de plantes sauvages qui viennent dedans. Et il y en a d'autres, comme sur la gauche, là où on voit les chnothias, on aperçoit déjà peut-être des silènes, peut-être des achillées, des choses comme ça, qui viennent pousser au sein de ça. Donc l'une des choses à faire, c'est de reconnaître assez vite, même quand c'est tout petit, c'est un travail qui se fait au printemps, qu'est-ce qui est en pousse dedans, qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'il faut enlever. Alors ça, c'est un jugement qui est très personnel. Il y a les choses qu'on a envie de garder et celles qu'on n'a pas envie de garder, et c'est parce qu'on trouve que ça s'intègre bien, on voit que ça n'étouffe pas tout le reste. Il y a des choses qui, une fois qu'elles sont rentrées dans le massif, effectivement, ça va étouffer tout le reste, donc il faut regarder ça de manière un peu fine. Et ensuite, esthétiquement, donc il y a le côté de la plantation qui est d'équilibrer pour que tout puisse survivre. Et il y a le deuxième côté qui, après, de manière esthétique, rendre ça plus léger. Et donc, lorsqu'on voit une variété qui est trop massivement plantée, l'alléger un tout petit peu pour laisser les autres arriver. On se dit naturaliste, mais quand on regarde ce que dit Peter Adolph ou certains autres naturalistes, ils concentrent les variétés en sorte de tâches un petit peu comme impressionnistes. Et j'en ai parlé avec un jardinier qui est très compétent localement, et je lui ai dit, nous, dans notre terre limousine, il n'y a pas ces concentrations.
c'est beaucoup plus aéré, c'est-à-dire que même aux endroits où les plantes naturellement se reproduisent beaucoup, elles vont partager la terre avec beaucoup d'autres variétés. Et ce que lui m'a répondu, dans la discussion aboutit à la chose suivante, c'est que dans notre terre qui est pauvre, vous avez bien sûr beaucoup plus de diversité que dans une terre riche. Quand Peter Adolphe concentre des plantes dans un massif et fait des taches de couleurs différentes pour faire comme impressionniste, ça n'est pas juste esthétique, c'est que dans la bonne terre dans laquelle il travaille, les plantes vont avoir tendance à prendre le dessus les unes sur les autres, beaucoup plus facilement que dans ma terre pauvre. Et donc, il va être obligé de les concentrer. Chez nous, et plus vous allez vers des terres difficiles, plus vous allez en montagne ou dans des terres méditerranéennes ou rocailleuses, plus vous allez avoir de diversité sur une petite surface. C'est quelque chose qui a été scientifiquement mis en avant par tous les gens de l'école de Sheffield sur leur plantation. Et donc effectivement, nous, quand vous regardez, on va se permettre beaucoup plus de variétés différentes sur un parterre pas si grand que ça. Et c'est parce que notre terre, n'étant pas riche, les variétés vont avoir tendance à ne pas s'étoffer aussi densément que si on était sur une terre riche. Pratiquement, je plante des choses, je regarde dans les choses plantées ce qui me plaît, je vais en commander, pas mal à la fois, en me disant bah, où est-ce que je peux les mettre, etc. Je vais les planter, je vais les planter forcément dans un endroit qui aura été terminé la saison de manière un peu dense. Donc je vais commencer à diminuer la densité zone par zone et à essayer, bien sûr que ce soit cohérent esthétiquement et horticolement avec le reste, au niveau des hauteurs, au niveau des densités, etc. Je vais les planter, mettre des petits bâtons parce qu'après l'hiver, c'est pas très évident, surtout quand c'est des plantes qui ne restent pas vertes pendant les saisons de gel. Et après, au printemps, quand tout repousse très fort, c'est là où il y a deux moments difficiles. Le premier, c'est quand toute la végétation pousse très forte et que vous avez les plantes naturelles qui ont tendance à envahir les plantes plantées, enfin les plantes horticoles. À ce moment-là, il faut réussir à gérer ça de manière efficace pour faire que les achillées ne soient pas ultra dominants partout ou que les silènes, qui deviennent grandes et grosses également, ne prennent pas, n'étouffent pas tout le reste. Donc il s'agit au fil de l'eau, un peu quand vous le sentez, d'alléger certaines plantes pour celles que vous avez plantées par ailleurs. Ça veut dire déjà avoir une très bonne connaissance botanique. Il faut avoir une connaissance botanique de ce qu'il y a chez soi. Alors, très bonne, c'est une discussion de savoir qu'est-ce que veut dire très bonne, etc. Je ne considère pas que j'ai une connaissance botanique incroyable, loin de là, hein. Mais en revanche, c'est sûr qu'il faut identifier petit à petit les variétés qui viennent naturellement chez vous. Quand vous prenez un massif, vous partez d'une terre vierge, vous regardez ce qui pousse spontanément et après vous incorporez les variétés horticoles. Comment ça se passe? Alors, la première chose, c'est que dans ma terre, quand je dégage de l'herbe pour faire une plantation, je sais d'entrée de jeu que je fais un désastre horrible. Et ça me fait toujours mal. Dès que je mets la terre à nu, surtout en automne, encore plus en automne qu'au printemps, mais même au printemps, je sais que je déstructure ma terre. Malheureusement, c'est vrai pour tout le monde, je pense, mais particulièrement vrai pour des terres pauvres, que je tue tout ce qu'il y a là, et ça me fait mal, mais je suis obligé parce que je ne peux pas garder la pelouse, et que je vais planter des choses qui, ça se trouve, dans un premier temps, ne vont pas venir. Il y a toutes sortes de graines qui vont éclore, qui sont des graines de choses qui sont naturelles dans mon jardin. Donc les silènes, les achillées, plein d'autres choses. Elles sont là. Elles sont là. En retournant la terre, je les mets à jour. Et donc elles vont éclore. Et si je laisse faire, elles vont prendre le dessus sur ces pauvres petits pots que je vais acheter chez les horticulteurs. Les pauvres petits pots font pas le dessus par rapport aux choses naturelles. Donc il faut mettre des petits bâtons pour être sûr que vous les identifiez et que au moment où la nature va exploser au mois de mai, on arrive à leur laisser un tout petit peu d'espace de vie pour qu'ils ne soient pas étouffés. Je vous parle de ça par rapport à mon expérience dans ma terre pauvre. Dans une terre riche, tout est peut-être très différent. Proportion entre plantes horticoles et plantes indigènes, sauvages. Alors ça dépend beaucoup du massif. Il y a des massifs où le massif des eaux, vous avez au milieu là de l'écran, est vraiment très horticole.
Et petit à petit, pendant l'été, il y a d'autres choses qui viennent se mettre dedans et que je laisse ou enlève, tout dépend, j'en allège pas mal. Il y a des massifs où le massif qui est entre la montée pour les framboisiers et le portail 17e est très très orienté vers des plantes sauvages. Et je dirais que c'est un tiers des plantes sauvages qui sont venues d'elles-mêmes, un tiers des plantes sauvages que j'ai transplantées, donc les bouillons blancs, les fameux bouillons blancs ou des choses comme ça, et un tiers des choses plantées. Ça dépend de ce que vous avez envie de faire. Là, ce que vous voyez sur l'écran avec la petite cabane œuvre d'art dans le fond, c'est très horticole. Là, il y a un petit peu de choses qui sont venues naturelles, mais c'est en majeure partie des choses horticoles. Voilà, là c'est beaucoup des choses un petit peu horticoles, même s'il y a toujours des choses qui sont venues naturelles dedans. Je me rappelle de ce fameux massif qui est celui en fait en bas, hein, avec les grands cyprès, donc ça c'était à mi-juin, qui était rempli de fleurs sauvages, quoi. C'était absolument De fleurs sauvages. Ça, c'est des fleurs naturelles qui sont venues. Et ce massif est celui où c'est le plus accentué pour ça, parce que je le veux comme ça. C'est venu comme ça au début, que ça m'a plu. J'ai pas, depuis le début, cherché à appliquer quelque chose que j'avais lu dans un endroit que je voulais refaire. C'est venu, je dirais, de manière un petit peu instinctive en voyant ce qui se passait dans mon massif. Sur ce massif, un bon tiers de plantes qui sont venues d'elles-mêmes, un tiers de plantes que j'ai transplantées, un tiers qui sont horticoles et que j'ai plantées. Le travail est à trois moments. Un, c'est la plantation de plantes horticoles, d'identifier que c'est un endroit qui correspondra au reste. Et donc ça se passe plutôt à l'automne, enfin en fin d'automne. Le second grand moment qui est assez périlleux, qui est au mois de mai, de rééquilibrer sur les plantes locales pour pas qu'elles prennent trop de place. Et donc, ce qui serait pas bien ni pour les plantes que l'on a introduites, ni pour l'esthétique, parce que ce serait trop lourd. Et le troisième moment va être fin juillet, quand les plantes locales vont avoir grainé, séché, et où c'est pas très beau. Et il faut garder ce moment forcément vivant parce que c'est un moment où, si vous laissez pas les plantes grainer, il n'y aura rien l'année prochaine parce qu'une grande partie sont des annuelles. Donc, il faut vraiment les laisser monter en graines. Et donc, ça fait un petit moment qui n'est pas forcément très joli à voir, et qui est un petit peu compliqué. Et c'est vraiment au jugement de voir à quel moment on intervient. Et après, quand les graines semblent bien avancées, à ce moment-là, vous intervenez en diminuant complètement toute cette quantité de végétation naturelle qui est là, pour laisser place à certaines plantes horticoles qui ont été plantées, qui prennent le relais pour la fin de l'été. C'est un travail de virtuose quand même. Est-ce que c'est virtuose? C'est un travail qui est frustrant parce que vous êtes toujours en retard, vous êtes toujours à courir après le bon moment, vous faites forcément dépasser. D'un côté, je dirais que se faire dépasser, le jardinier ne devrait pas aimer. Et d'un autre côté, il faut renverser complètement l'idéologie. Et là, on voit Gilles Clément qui apparaît, et Gilles Clément dirait ça. C'est que l'idéologie ne doit pas être, c'est le jardinier qui maîtrise tout, mais doit reconnaître que c'est la nature qui maîtrise tout, et qu'au sein de cette maîtrise qu'a la nature, on essaye de travailler avec elle pour créer de la place pour des choses un petit peu plus horticoles qu'on lui impose, mais qu'elle accepte. Mais donc, le timing, l'ordonnation générale et tout ça, effectivement, vient de la nature. Et ça, c'est quelque chose qui est très nouveau à apprendre. Donc, Gilles Clément, effectivement, a fait cette phrase à son séminaire du Collège de France, qui est de dire, autrefois, le jardinier était celui qui organisait, plantait, récoltait et tenait au propre, passait la tondeuse. Je raccourcis la phrase, mais globalement, c'est ça. Soudainement, le jardinier se voit devenir le garant du vivant et de la biodiversité. Et quand vous voulez aller là-dedans, il faut admettre que ce soit la nature qui décide. Et c'est un renversement assez radical de la manière de penser. Et qui ne plaît pas à tout le monde. Moi, je vois certains des visiteurs, de temps en temps, enfin, sont un peu déstabilisés. Et c'est pas de leur goût. Et je peux le comprendre, hein, je peux tout à fait le comprendre. Quelque chose de très très organisé, quelque chose de rassurant et quelque chose de bien. Néanmoins, il y a une beauté à la fois dans la démarche de dire c'est la nature qui décide et qui m'aide à créer quelque chose qui est bien pour la biodiversité et qui est beau. Et par ailleurs, il y a une légèreté qui s'en dégage,
qui est assez incroyable. C'est-à-dire que quand on voit ça devant, quand on passe devant, un petit peu comme quand vous étiez là, et c'est encore valable aujourd'hui, 15 jours plus tard, il y a une légèreté, il y a une intensité et une légèreté qui s'en dégage, qui est quelque chose d'assez incroyable, qui est pas comparable à quelque chose de très très ordonné, où finalement vous respectez des équilibres, qui est très beau, mais où il y a une certaine, il y a moins de tension. Est-ce que quand vous laissez le sauvage prendre le dessus, que vous essayez de l'acclimater et de jouer avec, vous avez une tension, une intensité, une exubérance qui s'y met et qui est incroyable. Alors là, le parterre d'eau, à ce stade, il est que planté. Mais on a essayé d'introduire une tension, une exubérance par le nombre de variétés d'eau. Donc il y a, je crois, sur cette photo, au moins une vingtaine de variétés d'eau différentes qui créent des couleurs, des formes et des hauteurs différentes qui créent disons, cette photo que moi j'aime énormément, hein. C'est quelque chose que je trouve très intéressant parce que on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Il y a une intensité de vie qui apparaît, qui ne serait pas le cas s'il y avait une ou deux variétés d'eau seulement. Il faut qu'il y en ait beaucoup plus. J'ai eu le plaisir de voir ces eaux qui étaient en fin de floraison, mais le spectacle était quand même absolument incroyable. Merci Guillaume pour ces belles leçons de jardinage. On n'a pas parlé, mais je vous invite tous à y aller, c'est la collection de framboises où il y a plus de 100 framboisiers qui ont été plantés, dont Variété de framboises. de 100 variétés variétés de de framboises. framboises, oui. Il y a Et 3000 pieds, mais 100 variétés de framboises. voilà, c'est ça. C'est vraiment assez étonnant. Il y a même une fête qui était le week-end dernier, la fête de la framboise. Voilà, on a eu 1000 personnes. C'était un peu fatigant et un peu... Là aussi, on s'est fait un peu déborder, mais Une expérience qui ne peut que profiter à nos adhérents et aux amoureux des plantes. Donc, si vous passez par Limoges, arrêtez-vous au château de l'Aumônerie. Les jardins sont ouverts le week-end et tous les jours durant l'été. Et Guillaume sera certainement dans le jardin et il pourra vous donner des tas de conseils. Merci Guillaume, merci infiniment. merci Michel. À vous tous, à bientôt pour un web module patrimonial.